à tous et bienvenue pour cette première séance de l'année 2022, donc séance du mardi 4 janvier 2022. Évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas manquer de sacrifier à la tradition en présentant à tous les auditeurs de l'Université du Temps Libre de Tarbes et les autres, puisque ces séances peuvent être suivies sur Internet par d'autres que nos adhérents, présenter à tous mes vœux pour l'année 2022. Je vais du reste consacrer un certain temps à cette présentation, puisque je vais en profiter pour lire un texte qui pourrait servir de remède ou sinon de consolation, du moins à ceux qui considèrent cette cérémonie des vœux qui est quelquefois évidemment un tout petit peu pesante pendant ce premier mois de l'année, pesante ne serait-ce que par l'obligation de prendre la plume pour en envoyer à des gens dont évidemment nous savons bien que le sort ne nous importe pas au plus haut point, ce qui est quelquefois un euphémisme, mais pour soulager donc ceux qui voient dans ces cérémonies des vœux quelque chose d'un peu formel. Je voudrais lire, comme je l'ai fait d'ailleurs de nombreuses fois, un propos d'Alain intitulé précisément « Vœux » au pluriel, daté du 20 décembre 1926. Vous trouverez l'intégralité de ce propos dans le premier volume des propos d'Alain dans la bibliothèque de la Pléiade, et c'est dans ce volume que je vais vous lire ce texte maintenant. Tous ces souhaits et tous ces vœux, floraison de janvier, ne sont que des signes, soit, mais les signes importent beaucoup. Les hommes ont vécu pendant des siècles de siècles d'après des signes, comme si tout l'univers, par les nuages, la foudre et les oiseaux, leur souhaitait bonne chasse ou mauvais voyage. Or, l'univers n'annonce qu'une certaine chose après une autre, et l'erreur était seulement d'interpréter ce monde comme un visage qui aurait approuvé ou blâmé. Nous sommes à peu près guéris de nous demander si l'univers a une opinion et laquelle. Mais nous ne serons jamais guéris de nous demander si nos semblables ont une opinion et laquelle. Nous n'en serons jamais guéris parce que cette opinion, dès qu'elle est signifiée, change profondément la nôtre. Chose digne de remarque, on se trouve plus fort contre une opinion appuyée de raison et en paroles explicites que contre une opinion muette. Le premier genre d'opinion, qui est conseil, il faut souvent le mépriser. L'autre, on ne peut le mépriser. Il nous prend plus bas. Et comme nous ne savons pas comment il nous prend, nous ne savons pas comment nous en déprendre. Il y a de ces visages qui portent affichés comme un blâme universel. En ce cas, fuyez si vous pouvez. Car il faut que l'homme imite l'homme. Et me voilà, par le jeu de mon visage, et sans que je puisse m'en rendre compte, me voilà moi aussi à blâmer. À blâmer quoi? Que je n'en sais rien. Mais cette couleur triste éclaire toutes mes idées et tous mes projets. Je cherche des raisons en ces idées mêmes et en ces projets mêmes. Je cherche des raisons et j'en trouve. Toujours, car tout est compliqué et il y a des risques partout. Et comme enfin il faut agir et se risquer, quand ce ne serait que pour traverser une rue, j'agis sans confiance, c'est-à-dire moins vivement, moins librement. Un homme qui a l'idée qu'il va se faire écraser n'est point aidé par là, mais au contraire paralysé. Dans les affaires plus longues, plus composées, plus incertaines, l'effet de ces pressentiments que l'on reçoit d'un visage ennemi est encore plus sensible. Un certain œil sera toujours sorcier. J'en reviens à cette fête de la politesse, qui est une importante fête. Dans le temps où chacun regarde cet avenir sur carton, que le facteur nous apporte, il est très mauvais que ces semaines et ces mois, que nous ne pouvons connaître tels qu'ils seront, soient teints d'humeur chagrine. Bonne règle donc, qui veut que chacun soit bon prophète ce jour-là, que chacun élève les couleurs de l'amitié. Un pavillon au vent peut réjouir l'homme,
Il ne sait pas du tout quelle était l'humeur de l'autre homme, de celui qui a hissé le pavillon. Encore bien mieux, cette joie affichée sur les visages est bonne pour tous. Et encore mieux, les gens que je ne connais guère, ils sont, c'est le mieux. Et il est profondément vrai qu'un signe joyeux dispose à la joie celui qui le lance. D'autant que par l'imitation, ces signes sont renvoyés sans fin. Ne dites point que la joie des enfants est pour les enfants. Même sans réflexion, même sans affection aucune, nous faisons grande attention aux signes des enfants. Chacun ici est nourrice. Chacun commence ici le jeu d'imiter en vue de comprendre par quoi on instruit les enfants. Ce jour de fête vous sera bon, que vous le vouliez ou non. Mais si vous le voulez, si vous retournez de toutes les façons cette grande idée de la politesse, alors la fête sera vraiment faite pour vous. Car disposant vos pensées selon les signes, vous prendrez quelques fortes résolutions de ne jamais lancer, le long de ces mois à venir, aucun signe empoisonné, ni aucun présage qui puisse diminuer la joie de quelqu'un. Or, ainsi, d'abord, vous serez fort contre tous ces petits mots qui ne sont rien, et dont la déclamation triste fait pourtant quelque chose, et par ce bonheur en espoir, vous serez heureux tout de suite. C'est ce que je vous souhaite. Voilà. Nous pouvons donc maintenant reprendre le fil de notre réflexion sur la devise républicaine. Et nous sommes arrivés au point d'examiner le troisième terme de cette devise, à savoir la notion de fraternité. Alors, c'est donc ma quatrième partie, la fraternité, une fracture que j'intitule « Une fracture dans la devise républicaine ». Et il va s'agir de montrer dans un premier temps que nous avons affaire, bien sûr, à un concept d'une grande importance et dont il n'y a pas lieu de considérer qu'il soit de portée ou d'intérêt moindre que les deux précédents. Mais un concept qui se distingue quand même nettement des deux précédents, la liberté et l'égalité, en ce que c'est à la fois ce que j'appellerais, mais je ne suis pas l'inventeur de l'expression que j'ai trouvée ailleurs et qu'on a souvent employée au sujet de cette notion de fraternité, c'est d'abord un concept chaud. Et ensuite, c'est aussi, et je ne suis pas non plus le premier à le dire, un concept flou. Je voudrais d'abord commencer cette réflexion sur l'idée de fraternité par une correction de ce que j'ai été amené à dire au tout début dans l'introduction de ce cours sur la devise républicaine. Je vais être obligé de retirer quelque chose que j'ai affirmé, à savoir que nous avions affaire, avec l'idée de fraternité, à une vertu. J'avais intitulé, je crois, je ne sais plus quel moment de ma réflexion, dans l'approche générale de la devise républicaine, j'avais intitulé ce moment de la réflexion deux valeurs, enfin plutôt trois valeurs, liberté, égalité, fraternité, trois valeurs dont une vertu. Car la fraternité est assurément une valeur, et j'avais au départ posé que, outre une valeur, nous avions affaire avec la fraternité à ce que l'on pouvait appeler une vertu. Or, je crois que ce n'est pas tout à fait exact. J'ai depuis repris ce cours, j'ai réfléchi, j'ai médité, j'ai consulté, j'ai lu, j'ai écouté, et c'est notamment en écoutant une conférence que vous pourrez trouver facilement sur Internet en tapant sur je ne sais quel moteur de recherche le mot fraternité et en lui ajoutant le nom de l'auteur d'une conférence. Il s'agit d'André Comte-Sponville. Bon, vous tapez André Comte-Sponville fraternité et vous tomberez très directement sur une conférence qui doit faire à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, consacrée à cette question de la fraternité. Or, bon, je n'entre pas dans le détail de cette conférence d'André Comte-Sponville, je ne suis pas d'ailleurs forcément d'accord avec tout à fait tout ce qu'il dit, mais il y a au moins une chose avec laquelle je suis d'accord, c'est qu'il ne convient pas de compter la fraternité au nombre de ce que nous appelons exactement les vertus. Parce qu'une vertu, c'est une puissance. La vertu est une puissance
dont un individu est porteur et qui le rend capable c'est l'expression qu'utilise Alain, je crois, à propos de la vertu, puissance de faire son devoir dans les occasions difficiles. Puissance de faire son devoir dans les occasions difficiles. Or, comme les occasions de faire le devoir sont presque toujours difficiles, puisqu'il arrive rarement que ce que nous appelons le devoir s'impose à nous de façon parfaitement naturelle et que nous ayons spontanément tendance à nous y plier, eh bien, il nous faut de la puissance, il nous faut un pouvoir, qui est le pouvoir tout simplement d'affronter, de combattre et finalement de vaincre tout ce qui s'oppose à l'accomplissement du devoir. La générosité est une vertu parce que c'est la capacité pour un individu de triompher de ce qui en lui s'oppose à cette capacité à donner à des semblables. Par exemple, l'égoïsme, le goût que l'on a pour son bien-être personnel sont des obstacles à la générosité. La tolérance est une vertu parce que j'ai naturellement tendance à, disons, vouloir imposer, par exemple, ma manière de voir ou ma manière de faire à autrui. Et si vous passez en revue le catalogue des vertus, alors catalogue évidemment un peu incertain, un peu variable selon les auteurs, mais si vous examinez les vertus les unes après les autres, vous vous apercevrez que chaque fois que vous avez affaire à quelque chose qui s'appelle vertu, eh bien, il s'agit d'une puissance, exactement comme on parle de la vertu, des vertus d'un médicament ou des vertus d'une plante, eh bien, c'est sa puissance, par exemple, thérapeutique. Donc, la vertu est toujours, une vertu est toujours une puissance attachée à une personnalité, à un tempérament, à un caractère. Je ne parle pas de la vertu en général, bien sûr, qui est la capacité d'être autant que possible, aussi haut que possible, à la hauteur de toutes les vertus particulières dont je viens d'en examiner quelques-unes. Eh bien, vous direz de quelqu'un qu'il est généreux, vous direz de quelqu'un qu'il est tolérant, vous direz de quelqu'un qu'il est doux, vous direz de quelqu'un qu'il est poli, et ce sont autant de vertus, mais comme le fait remarquer André Comte-Sponville, on ne dira jamais de quelqu'un « Ah, qu'est-ce qu'il est fraternel !» Et cette remarque d'André Comte-Sponville m'a frappé et, en effet, m'a détourné de l'idée que la fraternité était une vertu, c'est-à-dire l'une parmi d'autres de ces puissances qui rendent l'individu capable d'accomplir ses obligations, d'accomplir son devoir, que les occasions soient d'ailleurs difficiles ou non. Ça ne veut pas dire que satisfaire à l'obligation de fraternité, au devoir de fraternité, soit toujours facile. Cela ne veut pas dire que tout le monde en soit également capable. Et donc, cela ne veut pas dire qu'il soit absolument inapproprié de parler de la fraternité en tant que vertu, mais j'expliquerai plus loin pourquoi, concernant cette capacité qu'on appelle fraternité, eh bien, ce mot est moins approprié, moins adéquat qu'il ne l'est dans le cas des quelques exemples que j'ai donnés. Alors, examinons ce concept que j'ai qualifié à la fois de chaud et de flou. Et du reste, c'est dans une large mesure parce que c'est un concept chaud que c'est aussi un concept flou. Ce pourquoi, comme je l'avais dit au début, ce n'est pas vraiment un concept, mais plutôt une notion. Mais une notion affectée d'un caractère de vague, d'indétermination beaucoup plus fort que pour les deux précédentes, la liberté et l'égalité. On lit à la date du 9 novembre 1898 du journal de Jules Renard cette remarque, une remarque lapidaire qui invite à tempérer quelque peu l'enthousiasme que manifestait, vous vous en souvenez, Hugo, à l'endroit de la devise républicaine et en particulier tempérer l'enthousiasme que Hugo plaçait dans l'unité de cette devise, dans la perfection de la devise républicaine. Voici ce qu'écrit Jules Renard, donc dans son journal, à la date du 9 novembre 1898. J'en profite pour dire que ce journal de Jules Renard présente un intérêt, à mon avis, assez important. Parmi ces livres que vous pouvez poser sur votre table de chevet et le soir, quand le cœur vous en dit, ouvrir à peu près n'importe où et refermer au bout d'un laps de temps qui peut être quelquefois de 15 secondes,
qui peut aller beaucoup plus loin, bien sûr, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, mais c'est ce genre de livre, je répète, qu'on peut avoir à sa portée, toujours, comme par exemple les propos d'Alain, comme les essais de Montaigne également, même si évidemment, dans les essais de Montaigne, il y a souvent une continuité plus grande, ou comme par exemple les maximes de La Rochefoucauld, ou les réflexions et les maximes de Lichtenberg, par exemple. Et il y aurait d'autres auteurs sans doute à mentionner. La caractéristique du journal de Jules Renard, je dirais la double caractéristique, ce qui le distingue peut-être d'autres journaux ou d'autres recueils de maximes, c'est que premièrement, les thèmes en sont très souvent. Les thèmes en sont très souvent l'activité littéraire et en particulier théâtrale de son époque. Mais la seconde caractéristique qui me paraît la plus notable et la plus importante du journal de Jules Renard, c'est l'extrême brièveté, le caractère extrêmement lapidaire d'un très grand nombre des réflexions qu'il a notées. Très souvent, ça tient en une demi-ligne. Très souvent, une demi-ligne. Et quelquefois, pour un jour, vous n'avez que cette demi-ligne. Mais assez souvent, une demi-ligne qui frappe, et qui vise juste et qui frappe quelquefois assez fort. Voici donc ce qu'on lit à la date du 9 novembre 1898. Ouvrez les guillemets. Libre, oui, tu l'es, comme moi. Mon égal, oui, mais mon frère, c'est autre chose. Fermez les guillemets. Et là, c'est bien en effet l'unité du triptyque qui est par Jules Renard soupçonné, en même temps qu'il nous invite à réfléchir peut-être plus profondément, avec plus de précision, sur cette notion de fraternité que nous ne le faisons d'habitude. Alors, j'avais déjà noté cette rupture que détermine l'introduction en troisième position de l'idée de fraternité. Je l'avais noté en distinguant parmi ces trois valeurs ce que j'avais appelé une vertu, et je viens de dire la raison, je viens d'énoncer la raison pour laquelle je ne pense pas que ce terme soit très approprié. Il se trouve, et cela je l'avais signalé aussi, et ça je le maintiens, que dans la devise républicaine, le troisième terme introduit une dimension qui était absente des deux premiers, à savoir une dimension affective. Une dimension affective. Alors nous avons affaire donc à une dénivellation conceptuelle qui va s'accentuer du fait que, avec la liberté et l'égalité, nous avions affaire à deux notions qui étaient au cœur de la construction logique, intellectuelle, rationnelle de ce texte qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ce qui fait que, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais appuyé sur ce texte de la Déclaration pour analyser les notions de liberté et d'égalité, c'est ce qui fait aussi que maintenant, nous n'allons plus pouvoir nous appuyer sur ce texte pour réfléchir sur l'idée de fraternité. Pour cette raison que la notion de fraternité ne se trouve pas, comme je l'avais dit, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il me semble avoir montré, bon, ce n'est pas à moi de dire si cette démonstration est ou n'est pas convaincante, mais il me semble au moins avoir essayé, m'être efforcé de montrer qu'il existait des thèses philosophiques de la pensée des Lumières à la Déclaration des droits de l'homme et par conséquent à la devise républicaine. J'ai essayé de montrer qu'il existait quelque chose comme ce qu'on pourrait appeler une déduction philosophique. Une déduction philosophique, c'est-à-dire qu'il est possible d'accorder aux notions de liberté et d'égalité dans la déclaration et dans la devise, il est possible d'accorder à ces notions un fondement enraciné dans une pensée rationnelle, la pensée du siècle des Lumières. Un fondement philosophique, un fondement anthropologique, comme j'ai tâché de l'établir. Eh bien, je crois pouvoir affirmer qu'aucune démonstration semblable ne saurait exister qui puisse procurer à l'idée de fraternité une assise, un fondement philosophique de la même robustesse que pour la liberté et l'égalité. Au contraire,
Il me semble que l'examen conceptuel de cette notion, examen auquel je vais me livrer dans les séances qui suivent, l'examen conceptuel de cette notion va confirmer les conclusions tirées de l'examen des deux premières, à savoir qu'il existe dans la devise républicaine une fissure entre la troisième notion et le bloc constitué par les deux premières. Et ce que je crois pouvoir en déduire, c'est que ce n'est pas par un cheminement rationnel qu'on parvient, disons qu'on est parvenu à inscrire dans la devise républicaine la notion de fraternité. Ce n'est pas une démonstration, une déduction, un raisonnement qui a permis de parvenir à cette conclusion que cette notion devait figurer dans notre devise, c'est plutôt un processus historique. C'est l'histoire qui a déposé dans notre devise et non la raison. Je renvoie ici à une distinction que j'ai faite plus haut dans mon exposé. C'est l'histoire plus que la raison qui a déposé dans la devise républicaine de la France, et c'est donc une histoire française pour une large part, même si ce n'est pas seulement une histoire française, c'est l'histoire qui a déposé dans la devise républicaine de la France la notion de fraternité. Et pour une analyse de cette idée de fraternité, je crois que le philosophe est bien inspiré de passer la main à l'historien. Ce qui ne veut pas dire que le philosophe n'ait rien à lire. D'une part, parce qu'il y a quand même certainement une possibilité d'établir sur des bases rationnelles la légitimité de la présence de cette notion dans notre devise. D'autre part, parce que, peut-être ai-je déjà eu l'occasion de le dire, d'autre part, parce que si les philosophes sont bons à quelque chose, si les philosophes ont dans l'univers intellectuel, l'univers idéologique, s'ils ont une utilité, s'ils ont une raison d'être, c'est bien la clarification des concepts. Le philosophe ne peut pas vraiment rendre compte, je pense, de façon complète, satisfaisante, de la présence de l'idée de fraternité dans la devise. Mais il peut nous éclairer au moins sur ce que cela peut signifier que cette notion y figure. Alors, on a dit parfois, je l'ai mentionné au début, de la fraternité, qu'elle était un concept chaud. Concept chaud, cela s'entend en deux sens. D'abord, c'est un concept chaud par rapport à l'aspect de froideur qui se trouve dans les notions de liberté et d'égalité en tant que ces notions, je l'ai montré, renvoient au droit, font signe vers le droit et ont un contenu qui est un contenu de droit qui va directement déboucher sur des dispositions juridiques, sur des dispositions légales, ce qui est beaucoup moins le cas, on le verra, pour la fraternité. Qu'est-ce que cela veut dire que liberté et égalité ont la froideur du droit? Qu'est-ce que cela veut dire que le droit est quelque chose de froid? Alors, ceci, que fraternité, et ça je vais y insister longuement un peu plus loin, fraternité est une notion qui renvoie, là c'est parfaitement transparent, aux relations entre frères et sœurs issus des mêmes parents, élevés à la chaleur du même foyer. Eh bien, cette fraternité renvoie donc à la chaleur des rapports familiaux. Tandis que liberté et égalité renvoient à l'acte contractuel, non pas du tout naturel comme peuvent l'être les liens fraternels, mais à l'acte contractuel artificiel passé entre des individus abstraits, des individus placés en situation de conclure entre eux ce que Rousseau appelait un pacte social ou un contrat social, titre du livre éponyme, du fameux livre peut-être l'un des plus célèbres de Rousseau, des individus qui passent entre eux librement un contrat au terme duquel ils prennent toutes les dispositions nécessaires à garantir l'effectivité, la réalité de certains droits dont la raison leur a montré que la nature les en avait rendus dépositaires. Voilà. Par un raisonnement fondé dans la nature anthropologique de l'homme, nous sommes parvenus à la conclusion
que la liberté était un droit essentiel que la nature avait donné à l'homme et que dans la jouissance de ce droit, dans la capacité à exercer ce droit, les hommes étaient naturellement égaux. Et nous en avons déduit un certain nombre de dispositions à caractère juridique, la Déclaration des droits de l'homme et ensuite, bien sûr, la loi. Tout cela ressortit à une démarche conceptuelle et par conséquent qui s'appuie sur des notions, ce qui est un pléonasme, abstraites. Avec la fraternité, nous avons plutôt affaire à une notion qui renvoie à une image, l'image de ce qui se passe dans la famille entre des gens qui ont entre des liens de nature affective. Mais le concept de fraternité est un concept chaud en une seconde signification, qui est celle-ci. C'est que des conceptions très diverses de l'humain et du social peuvent se rejoindre sur cette idée de fraternité, peuvent, je dirais, communier dans l'idéal, communier dans le culte de la fraternité. La notion de fraternité est une notion qui rassemble dans sa chaleur, dans l'enthousiasme qu'elle peut susciter. C'est une notion qui rassemble plus qu'elle ne divise, alors que ce n'est pas du tout la même chose pour la liberté et l'égalité. Alors, une historienne, Véronique Munoz Dardet, enfin je ne sais pas d'ailleurs si elle est historienne, je n'en suis pas sûr parce qu'après tout je ne l'ai pas vérifié, mais peut-être est-elle philosophe puisque la citation que je vais produire se trouve à l'article Fraternité du dictionnaire d'éthique et de philosophie morale dirigé par Monique Cantos-Perber aux presses universitaires de France. Voilà, dans ce dictionnaire des presses universitaires de France, dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, vous trouverez, outre bien sûr un article Liberté, ça c'est certain, mais qui portera sur des problèmes largement différents, vous trouverez un article Fraternité. Eh bien, Véronique Munoz Dardet, ça s'écrit M-U-N-O-Z, trait d'union D-R-D et accent aigu, Véronique Munoz Dardet, et parle de la fraternité comme, je la cite, d'un cri de ralliement. Voilà, la fraternité est un cri de ralliement. Eh bien, on pousse des cris de ralliement, des slogans, dans la chaleur du rassemblement, dans la chaleur de l'enthousiasme collectif. Et c'est en cela aussi que la fraternité est un concept chaud. Un concept qui rassemble. Tout le monde est susceptible de se retrouver sur cette idée de fraternité et tout le monde est susceptible, comme je le disais, de communier dans ce sentiment de fraternité. Pour la liberté et pour l'égalité, il en va tout à fait autrement parce que ces notions divisent. Pourquoi ces notions divisent-elles? Parce qu'à force de les étudier, la philosophie morale et la philosophie politique surtout, ont très largement contribué à les diviser contre elles-mêmes. Les notions de liberté et d'égalité sont divisées contre elles-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dès que vous allez prononcer le mot liberté dans une discussion politique, vous allez être sommé d'en préciser la signification et de choisir entre plusieurs significations. Par exemple, liberté. Ah oui, mais liberté formelle ou liberté réelle? Liberté juridique, liberté politique ou liberté sociale? Lorsque vous parlez de liberté, on va vous demander si vous parlez de la liberté des anciens ou la liberté des modernes. La distinction se trouve dans les écrits politiques de Benjamin Constant. On va vous demander si vous invoquez donc telle liberté prise chez tel auteur ou telle liberté prise chez tel ou tel auteur. Et pour l'égalité, il en va de même, puisque la distinction du formel et du réel s'applique aussi bien à l'égalité qu'à la liberté, de la même façon qu'on distinguera une liberté juridique, d'une liberté politique et d'une liberté sociale, et identiquement pour l'égalité. Il ne revient pas au même du tout, évidemment, d'être déclarés égaux devant la loi et d'être déclarés égaux socialement, économiquement, par exemple. Et donc, le fait que la philosophie est examinée durant, on peut dire, 25 siècles, les notions de liberté et d'égalité,
alors qu'elle ne s'est que très très peu préoccupée de celle de fraternité. Le fait que la philosophie ait fait porter un examen extrêmement minutieux, détaillé, précis, à des époques différentes, dans des perspectives différentes, dans des contextes différents, eh bien, cela a conduit à polir et à repolir ces notions, à les complexifier et, je le disais, à les diviser contre elles-mêmes. Mais cela a donné aussi à la réflexion politique la possibilité d'évoluer dans un paysage extrêmement bien balisé, parce que maintenant, avec la liberté et avec l'égalité, nous avons affaire à des notions qui sont structurées en profondeur par les débats dont elles ont fait l'objet, par les réflexions qui ont porté sur ces notions. Donc, il est bien clair que lorsque nous sommes en présence de notions comme la liberté et l'égalité, ce sont certes des notions complexes, ce sont certes des notions à l'intérieur desquelles il faut faire beaucoup de distinctions et il faut apercevoir beaucoup de nuances, aller très profondément dans l'exactitude, mais pour cela précisément, ce sont des notions, je dirais, avec lesquelles celui qui a un peu étudié ces questions peut se trouver au clair. Ce n'est pas du tout le cas avec la fraternité. La fraternité doit précisément ce caractère de concept chaud, c'est-à-dire de concept susceptible de réunir autour de lui un très grand nombre de conceptions pourtant divergentes de l'homme, de la société, du politique, etc. Il ne doit, ce concept ne doit ce statut de concept chaud qu'au fait d'être précisément un concept flou, un concept indéterminé, un concept vague. Et ce caractère vague, donc, qui lui confère un caractère consensuel, eh bien, c'est peut-être, alors ça je ne le sais pas, c'est peut-être ce qui fait que le vague finit par l'emporter sur le consensuel. Si le concept de fraternité était si consensuel que ça, en dépit de son indétermination, on ne voit pas bien pourquoi l'Arche de la Défense, du moins le bâtiment qui se trouve à cet endroit, juste à la limite de la ville de Paris, on voit pas pourquoi l'Arche de la Défense, qui avait été baptisée, qui avait été inaugurée et baptisée à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, Grande Arche de la Fraternité, on ne voit pas pourquoi elle aurait si vite perdu son nom, puisque plus personne ne parle de Grande Arche de la Fraternité, tout le monde dit tout simplement l'Arche de la Défense, ce qui pourrait signifier qu'en dépit de son caractère consensuel, et peut-être à cause de son caractère très indéterminé, la notion de fraternité ne nous tient finalement pas si à cœur que ça. Les notions de liberté et d'égalité sont sans cesse au cœur de nos débats. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, à partir des conditions que nous impose la crise sanitaire, les questions relatives à la vaccination, aux diverses obligations et interdictions que la présence du virus nous impose, eh bien, sans cesse, il est question de savoir si nos libertés ne sont pas menacées, de savoir si l'égalité est bien respectée. La fraternité, dans tout cela, il n'en est pas beaucoup question. Alors que, par exemple, c'est une disposition qu'on pourrait supposer assez pertinente dans la perspective, disons, d'un souci pour tous de se faire vacciner. Or, je n'entends pas beaucoup la fraternité brandie par les partisans même d'une obligation vaccinale, mais même simplement d'une obligation morale de se faire vacciner. Je n'entends pas beaucoup la fraternité être brandie par les partisans de cette obligation, même réservée à la signification morale, contre ceux qui considèrent que, alors à juste titre ou pas, à tort ou à raison, qui considèrent que toutes les obligations et toutes les interdictions liées à la crise sanitaire sont des atteintes aux libertés ou des entraves à la liberté ou des atteintes au principe d'égalité entre les citoyens. Alors, je pense qu'il ne faut pas chercher très loin la raison de cette indétermination de la notion de fraternité. Ce qui fait que la notion de fraternité est fondamentalement indéterminée, donc imprécise, donc vague, donc floue, c'est tout simplement le fait que c'est une métaphore. L'idée de fraternité est une métaphore et c'est sur ce point que j'insisterai dans la suite de cette séance, donc du 4 janvier 2022. Je vous dis
un peu plus tard. Merci beaucoup.